Après les funérailles de mon beau-père, mon mari au chômage a hérité de 210 millions de dollars. Ensuite, il m'a choqué en demandant le divorce, un sourire arrogant aux lèvres, tu es inutile maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Après le divorce, l'avocat a demandé froidement, avez-vous au moins lu le testament? Mon ex est devenu livide en découvrant la vérité qui allait tout changer. Je n'ai plus besoin de ton pitoyable salaire, a dit Christian, jetant la clé de son appartement sur la table de la cuisine comme s'il pliait une main gagnante au poker. 210 millions, Sarafina, c'est ce que papa m'a laissé. Tu as été utile pour payer le loyer, mais maintenant, il a haussé les épaules avec une indifférence théâtrale, tu ne me sers à rien. Il s'était écoulé exactement 36 heures depuis que nous avions enterré Charles, son père, qui m'avait murmuré de drôles de dernières paroles sur la justice qui vient de manière inattendue. Maintenant, alors que Christian se pavanait dans notre appartement, planifiant son nouveau style de vie de millionnaire, je tâtais la carte de visite de l'avocat dans ma poche, celle qui venait avec un message vocal urgent. Madame Carter, vous devez assister à la lecture du testament. Il y a une clause de contingence dont votre mari n'est pas au courant. Christian a sorti une bouteille de champagne de notre réfrigérateur, une que j'avais achetée des mois auparavant pour notre anniversaire et qu'il avait oubliée. Le pop du bouchon a résonné comme un coup de feu dans notre petit appartement de Chicago. Il ne m'a pas offert de verre. Au lieu de cela, il a bu directement à la bouteille tout en parcourant les annonces immobilières de Miami sur son téléphone. Je pense à South Beach, a-t-il dit, sans me regarder. Peut-être un Penthouse, quelque chose avec un ascenseur privé. Tu peux garder cet endroit. Considère-le comme une prime de départ pour tes services. Service. 4 ans de mariage réduit à une transaction commerciale. 4 ans à me lever à l'aube pour me rendre à mon emploi d'analyste financier au centre-ville pendant qu'il dormait jusqu'à midi. 4 ans à voir mon compte d'épargne se vider dans son flux incessant d'entreprises ratées. Le food truck qui n'a jamais obtenu de permis. L'application qui n'a jamais été lancée. La société de conseil qui n'a jamais trouvé un seul client. J'ai repensé à notre rencontre lors d'un événement de réseautage il y a 3 ans au Drake Hotel. La salle de bal était remplie des ambitieux et des esprits brillants de Chicago, tous armés de cartes de visite et de discours de présentation. J'y étais allé parce que mon patron insistait pour que ce soit bon pour ma visibilité. Je me souviens être resté près du bar, sirotant un verre de chardonnay médiocre, lorsque Christian est apparu à mes côtés. Tu as l'air de quelqu'un qui a un vrai travail, avait-il dit en arborant ce sourire qui aurait dû m'avertir qu'il était trop étudié. Je suis Christian Carter, actuellement entre 2 projets, mais par choix. Je m'occupe de mon père. Il n'est pas bien. L'histoire qu'il avait tissée cette nuit-là était parfaitement conçue pour susciter la sympathie. Sa mère était morte jeune, son père était souffrant, et il avait sacrifié sa carrière prometteuse pour être là pour sa famille. Dans une salle remplie de gens se vantant de leur portefeuille et de leur marge bénéficiaire, son récit de dévouement filial se démarquait. Quand il s'est souvenu de mon nom 3 heures plus tard dans une foule de 50 personnes, quand il m'a apporté une nouvelle boisson sans qu'on le lui demande, quand il a cité parfaitement quelque chose que j'avais dit sur la volatilité du marché, j'ai cru avoir trouvé quelqu'un qui faisait vraiment attention. Mon père a construit la moitié des centres commerciaux du côté sud, m'a-t-il dit autour d'un café le lendemain matin. Mais j'ai appris tôt que l'argent n'est pas tout. Quand quelqu'un a besoin de toi, tu es là. J'avais 35 ans, 2 ans après un divorce qui avait été comme dégonfler lentement un ballon. Pas d'explosion, juste une perte progressive d'air jusqu'à ce que nous soyons tous les deux vides. Mon ex-mari et moi nous étions simplement éloignés. 2 lignes parallèles qui ne se sont jamais battues mais qui ne se sont jamais touchées non plus. L'énergie de Christian, sa confiance, sa façon de faire sonner même le chômage comme une stratégie. Cela a ajouté de la couleur à ma vie grise et prévisible. Maintenant, le regardant planifier son évasion avec l'argent de son père, je me suis souvenu de la première fois où j'avais rencontré Charles. Christian m'avait finalement invité à dîner 6 mois après notre relation. L'appartement de Lincoln Park n'était pas ce que j'attendais des descriptions de la richesse familiale de Christian. C'était confortable mais modeste, rempli de livres plutôt que de symboles de statut, de sagesse plutôt que d'ostentation. Charles avait 78 ans à l'époque, mais aussi vif qu'une personne 2 fois plus jeune. En quelques minutes, il me posait de vraies questions sur mon travail, pas les politesses superficielles que la plupart des gens géraient. Analyste financier, avait-il dit, ajustant ses lunettes de lecture. Dites-moi, quelle est votre opinion sur l'inversion actuelle de la courbe des rendements? Nous avons discuté pendant 2 heures des dynamiques du marché pendant que Christian était assis entre nous,
de plus en plus ennuyé, consultant son téléphone, lançant occasionnellement des buzzwords sur la disruption qui n'avaient rien à voir avec notre conversation. À un moment donné, pendant que Christian remplissait les verres, Charles s'était penché vers moi. « Mon fils a besoin d'une encre », avait-il dit doucement. « Quelqu'un qui comprend que la richesse sans sagesse n'est que de la folie coûteuse. J'espère que tu es cette personne, mais plus important encore, j'espère que tu te protèges aussi. » L'avertissement était là, enveloppé d'une inquiétude paternelle. J'avais choisi de n'entendre que l'espoir. 1 an plus tard, Charles avait insisté pour payer notre petit mariage, malgré les protestations de Christian. Christian avait voulu inviter ce qu'il appelait des investisseurs potentiels, des gens dont il avait collecté des cartes de visite, qui pourraient être impressionnés par une réception somptueuse. Charles avait discrètement, mais fermement, opposé son veto à ce projet. 20 invités, des fleurs simples, une réception modeste. Le mariage n'est pas un événement de réseautage, avait dit Charles, et Christian avait boudé pendant des semaines. Pendant la cérémonie, alors que Christian portait un toast qui ressemblait plus à une proposition commerciale qu'à une déclaration d'amour, Charles m'avait glissé une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5 000 $ et une note, pour les urgences, je soupçonne qu'il y en aura. N'oubliez pas, la sagesse compte plus que la richesse. Ma mère, qui avait volé de Cleveland, avait tout regardé avec des yeux inquiets. « Es-tu sûr de ça ?» m'avait-elle murmuré pendant la réception. J'étais sûr alors. J'avais tort. Tu es toujours là. La voix de Christian a rompu mes souvenirs. Il avait fini la moitié de la bouteille de champagne et retirait maintenant des costumes de notre placard, rejetant ce qu'il jugeait indigne de son nouveau statut de millionnaire. Daniel Morrison dit que la succession sera définitivement réglée demain. J'aurai les papiers du divorce prêts d'ici là. Daniel Morrison, l'avocat de Charles, dont la carte de visite me brûlait la poche. Le même Daniel Morrison qui m'avait laissé un message vocal quelques heures après les funérailles. Madame Carter, il est impératif que vous assistiez à la lecture du testament. Certains aspects de la succession de Charles nécessitent votre présence. Veuillez me rappeler immédiatement. Christian n'avait mentionné aucune lecture de testament. Selon lui, tout était déjà réglé, simplement, son héritage garanti. Mais Charles avait été bien des choses. Généreux, sage, patient avec son fils décevant, mais il n'avait jamais été direct sur quoi que ce soit d'important. Je vais rester au Ritz ce soir, a annoncé Christian, fermant une valise que je lui avais achetée 2 Noëls auparavant. Je ne supporte plus une nuit dans cette décharge. Cette décharge ? L'appartement pour lequel j'avais payé le loyer pendant 4 ans. L'endroit où Charles venait tous les dimanches jusqu'à ce qu'il soit trop malade. Apportant toujours des provisions qu'il prétendait être des extras. Glissant toujours de l'argent dans mon sac quand Christian ne regardait pas, restant toujours pour un café et une vraie conversation après que son fils ait inévitablement disparu pour faire du réseautage dans des bars sportifs. Alors que Christian se dirigeait vers la porte, traînant sa valise derrière lui, il s'est arrêté. Oh, et Sarafina, n'essaie pas de contester quoi que ce soit. Papa m'a dit il y a des années que j'étais son unique bénéficiaire. 210 millions. C'est tout à moi. La porte s'est claquée derrière lui, me laissant seul dans l'appartement qui semblait soudain plus grand, plus vide, mais d'une manière ou d'une autre moins étouffant. J'ai sorti la carte de Daniel Morrison et mon téléphone. Quoi que Charles ait prévu, quoi que ce soit, juste comme il l'avait murmuré à son dernier souffle, j'allais le découvrir. Le téléphone a sonné une fois avant que Daniel ne réponde, comme s'il attendait. « Madame Carter » a-t-il dit, sa voix portant un poids que je ne pouvais pas interpréter. « Nous devons parler du testament de Charles. Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin? Et s'il vous plaît, venez seul. Ne mentionnez pas cela à Christian. » J'ai raccroché le téléphone après que Daniel Morrison ait confirmé notre rendez-vous du matin. Mes mains tremblant légèrement. L'appartement semblait différent sans la présence de Christian, comme si une soupape de sécurité s'était enfin libérée. J'ai marché jusqu'au placard de notre chambre où il avait jeté ses vêtements rejetés en tas et j'ai commencé à les raccrocher, ayant besoin de faire quelque chose de mécanique pendant que mon esprit s'emballait. 6 mois après notre mariage, j'avais accompli ce même rituel, nettoyant après l'une des sorties dramatiques de Christian. Cette fois, c'était à propos de son projet de food truck, celui qui, selon lui, révolutionnerait la scène du déjeuner à Chicago. Il avait passé des semaines à élaborer des feuilles de calcul élaborées, à concevoir des logos, à créer des comptes sur les réseaux sociaux pour une entreprise qui n'existait que dans son imagination.
Les fichiers Excel étaient des œuvres d'art, des projections colorées montrant des bénéfices qui tripleraient au cours de la première année. Il avait même embauché un graphiste pour créer du matériel promotionnel pour des itinéraires qu'il ne parcourait jamais, servant de la nourriture qu'il n'avait jamais appris à cuisiner. Les permis seuls avaient coûté $3 000. La location de l'équipement de cuisine commerciale, $5 000 de plus. Le véhicule râpé qui servirait de restaurant mobile, $8 000 de plus, garé dans un entrepôt du côté sud, accumulant la poussière. Tout cela payé avec mon épargne, retiré par petites tranches suffisamment petites pour me convaincre que c'était des investissements dans notre avenir. Le matin où il a admis que les permis avaient expiré et étaient utilisés, il avait en fait essayé de blâmer la ville de Chicago. La bureaucratie dans cette ville est conçue pour tuer l'innovation, avait-il dit, faisant les 100 pas dans notre salon pendant que je regardais la vie finale de l'entrepôt. Ils ne veulent pas que les entrepreneurs indépendants réussissent. Ils veulent que nous soyons tous des drones corporatifs. Quand j'avais souligné que des milliers de food trucks fonctionnaient avec succès à Chicago, que peut-être le problème était son manque total d'expérience en restauration ou de plan d'affaires au-delà des feuilles de calcul, il m'avait regardé avec une douleur sincère. Je pensais que tu croyais en moi, avait-il dit doucement. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais fini par m'excuser, le réconfortant de son échec qui m'avait coûté $16 000. Ce fut le week-end où Charles a commencé ses visites du dimanche. Il s'était présenté à notre porte avec 2 sacs d'épicerie, prétendant avoir acheté trop pour une seule personne. Christian avait à peine levé les yeux de son ordinateur portable où il recherchait déjà sa prochaine entreprise. Quelque chose concernant une application révolutionnaire qui allait perturber le marché de la livraison d'épicerie. « Laissez-moi vous aider à ranger ça », avait dit Charles. Et pendant que nous déballions des légumes et du lait et du pain que je n'avais pas demandé, mais dont j'avais désespérément besoin, il m'avait glissé une enveloppe dans mon sac. Plus tard, j'avais trouvé $500 en espèces à l'intérieur avec une note pour l'épicerie. Ne le mentionnez pas. Ces visites du dimanche sont devenues le rythme qui me maintenait saine d'esprit. Charles arrivait à 10 heures du matin, toujours avec de la nourriture, toujours avec une excuse sur le fait d'avoir acheté trop ou d'avoir trouvé une bonne affaire. Christian tolérait la présence de son père pendant environ 30 minutes avant d'annoncer qu'il devait rencontrer des investisseurs potentiels, ce qui, nous le savions tous les deux, signifiait regarder le sport au bar MC Gilles, à 3 pâtés de maison de là. Une fois que Christian partait, Charles préparait du café, du vrai café, pas le café instantané auquel j'étais passé pour des raisons budgétaires. Et nous nous asseyions à notre petite table de cuisine, parlant de tout sauf des échecs de son fils. Il m'a appris l'investissement en dividendes, le pouvoir des intérêts composés, les stratégies financières que je connaissais déjà de mon travail, mais qui prenaient un nouveau sens lorsqu'elles étaient discutées avec quelqu'un qui avait réellement bâti de la richesse plutôt que de simplement l'analyser. « Tu as un don pour comprendre l'argent », m'a-t-il dit une fois. Christian n'a jamais hérité de ce don, j'ai peur. Ce fut lors d'une de ces conversations du dimanche, environ 1 an après notre mariage, que j'avais trouvé les relevés de carte de crédit. Je cherchais un stylo dans la mallette de Christian, celle en cuir coûteuse qu'il portait partout malgré l'absence d'activité commerciale réelle, lorsque les papiers pliés sont tombés. 3 mois de relevés pour une carte de crédit dont j'ignorais l'existence, montrant des frais qui me donnaient la nausée. Le nightclub Les Havos, $1,200. RPM Steakhouse, $800 pour un dîner d'affaires un mardi alors qu'il m'avait dit qu'il était à une réunion de start-up. Des costumes sur mesure d'une boutique de Michigan Avenue, des chemises ajustées, des chaussures qui coûtaient plus que notre budget d'épicerie mensuel, tout étiqueté comme dépenses professionnelles dans sa calligraphie soignée dans les marges, comme si écrire les mots les rendait vrais. Je l'avais confronté ce soir-là, les relevés étalés sur notre lit comme des preuves dans un procès. Il les avait regardés avec l'air détaché de quelqu'un qui examine les problèmes de quelqu'un d'autre. « Tu ne comprends pas comment fonctionne le business », avait-il dit, redressant son col. Une des nouvelles chemises que je reconnais maintenant. Ce ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements. Les gens que je rencontre, les contacts que je me fais, ils attendent une certaine présentation. Tu crois que Mark Zuckerberg portait un costume bon marché quand il levait des fonds? Mark Zuckerberg porte fameusement le même t-shirt gris tous les jours, avais-je rétorqué, et pendant un moment son sang-froid a craqué. C'est parce qu'il a déjà réussi. Je grimpe encore. Et si tu ne peux pas soutenir cette ascension, si tu ne peux pas croire en la vision, alors peut-être que c'est toi le problème. La dispute qui a suivi a été la pire que nous ayons jamais eue. Des voix si fortes que notre voisin a frappé au mur. Christian était sorti en trombe et je m'étais enfermé dans la salle de bain,
assise sur le carrelage froid, pleurant assez doucement pour qu'il ne l'entende pas s'il revenait. Par la porte, je pouvais l'entendre dans le salon, le bruit d'un jeu vidéo qui démarrait. Des coups de feu et des explosions couvrant le silence entre nous. Le lendemain matin, Charles était arrivé pour sa visite dominicale habituelle pour me trouver les yeux rouges et épuisé. Christian était déjà parti pour son réseautage, et Charles m'avait jeté un regard et m'avait serré dans une étreinte qui sentait le après-rasage et la sécurité. Combien, avait-il demandé doucement. Je ne sais pas. Peut-être 20 000 au total, peut-être plus. Il m'avait écrit un chèque de 5 000 $ sur le champ, insistant pour que ce soit un cadeau d'anniversaire anticipé, bien que mon anniversaire soit dans 4 mois. Puis il s'était assis lourdement, montrant ses 79 années. Ma mère est partie quand il avait 15 ans, avait dit Charles, fixant son café. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter les mensonges. Pas les gros mensonges, juste de petits mensonges constants. Où il avait été, ce qu'il avait dépensé, à qui il avait parlé. Des histoires qui n'avaient pas besoin d'être des histoires. Il avait marqué une pause et je pouvais le voir se débattre avec la quantité d'informations à partager, la quantité de vérité sur son fils que je pouvais supporter. Je m'en veux. Après qu'elle soit partie, je lui ai tout donné pour essayer de combler ce vide. École privée, voiture, argent, quand il le demandait. Je pensais montrer de l'amour, mais je lui apprenais juste qu'il y aurait toujours quelqu'un pour nettoyer ses dégâts. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment, le poids de sa confession s'installant entre nous comme une autre présence dans la pièce. Finalement, il m'avait regardé avec des yeux qui contenaient des décennies de déception. « Je ne vais pas te dire de le quitter », avait-il dit. « Mais je dois te faire savoir que je comprends si tu le fais, et si tu restes, nous nous protégeons mutuellement. » Oui. De la pire partie. C'est devenu notre accord tacite. Charles aiderait financièrement quand il le pourrait, et je le protégerais de l'étendue complète des échecs de Christian. Nous n'avons jamais discuté de l'argent qui passait entre nous, jamais reconnu les fictions élaborées que nous maintenions. Quand Christian se vantait auprès de son père d'un nouveau client ou d'une réunion réussie, nous hochions tous les deux la tête. Quand il disparaissait pendant des heures pour des affaires mystérieuses, nous faisions semblant de ne pas remarquer les frais dans les bars sportifs et les boîtes de nuit qui suivaient. Mais je savais que Charles voyait tout. À sa manière prudente, il documentait les mensonges de son fils, observait les schémas, attendait quelque chose que je ne comprenais pas encore. La compréhension qui est passée entre Charles et moi ce dimanche matin est devenue la base de quelque chose que je n'attendais pas. Une amitié bâtie sur la déception partagée et la protection mutuelle. Nous n'avons jamais reparlé directement des mensonges de Christian, mais le silence entre nous disait tout. Charles glissait de l'argent dans mon sac. Je faisais semblant de ne pas remarquer les factures qui s'accumulaient. Et ensemble, nous avons maintenu la fiction que Christian n'était qu'à une percée du succès. 18 mois dans cette danse prudente, tout a changé avec un seul appel téléphonique. J'étais en réunion client au centre-ville quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Normalement, j'aurais laissé aller en messagerie vocale, mais quelque chose m'a fait m'excuser et répondre. Est-ce que c'est Sarafina Carter? La voix appartenait à une femme âgée, nerveuse et formelle. Je suis Madame Chin, la voisine de Charles. Je l'ai trouvé dans les escaliers ce matin. Il semblait étourdi, confus. Les ambulanciers l'emmènent à Northwestern Memorial. La réunion est devenue un flou d'excuses hâtives et d'affaires attrapées. J'ai appelé Christian cette fois en route pour l'hôpital. Chaque appel allait directement en messagerie vocale. Quand je l'ai finalement atteint, il était sur un terrain de golf à Schaumbourg, les bruits de rire et de cliquetis de verres audibles en arrière-plan. Papa est tombé. Est-ce qu'il va bien? Sa voix portait les notes appropriées d'inquiétude, mais je pouvais entendre le calcul en dessous, le calcul mental de la façon dont cela pourrait l'affecter. Charles était assis dans son lit d'hôpital quand je suis arrivé, l'air agacé par tout ce remue-ménage. Le médecin a expliqué qu'il s'agissait d'un léger cas de vertige compliqué par la déshydratation. Rien de grave, mais à son âge, vivre seul présentait des risques. Charles a balayé leurs préoccupations, insistant qu'il était parfaitement capable de prendre soin de lui-même. Mais j'ai vu le léger tremblement dans ses mains, la façon dont il agrippait la barre du lit quand il pensait que personne ne regardait. Christian est arrivé 3 heures plus tard, toujours dans sa tenue de golf, et a livré ce qui pourrait avoir été la performance de sa vie. Il a pris la main de son père, ses yeux produisant même des larmes, et a annoncé avec grande cérémonie qu'il abandonnait son projet d'entreprise actuel pour devenir le soignant à temps plein de Charles. « Papa, tu m'as tout donné,
a-t-il dit assez fort pour que les infirmières l'entendent. Maintenant, c'est mon tour. Je retourne à la maison. Je prendrai soin de toi. C'est ce que fait la famille. Charles m'a regardé par-dessus la tête penchée de Christian, et j'ai vu de la résignation mêlée à autre chose. L'espoir, peut-être, que cette crise serait enfin la chose qui changerait son fils. Je voulais partager cet espoir, mais le discours semblait trop poli, trop parfait, comme si Christian l'avait répété sur la route. Pendant exactement une semaine, Christian a joué le fils dévoué. Il a déplacé quelques vêtements dans l'appartement de Charles, posté des photos sur les réseaux sociaux de lui préparant le petit déjeuner pour son père, s'assurant que tout le monde sache quel sacrifice il faisait. Le 8e jour, je suis rentré tôt du travail avec une migraine et j'ai vu quelque chose qui a instantanément aggravé mon mal de tête. Une femme en blouse marine quittait notre immeuble, consultant son téléphone en marchant vers une berline garée à l'extérieur. Elle avait l'air professionnelle, compétente, le genre d'infirmière privée qui coûtait plusieurs centaines par jour. Je l'ai regardée partir, puis je suis monté pour trouver Christian sur notre canapé jouant au poker en ligne sur son ordinateur portable. « Comment va ton père » ai-je demandé avec précaution. « Bien, bien. Je viens de le laisser faire la sieste, je lui ai préparé le déjeuner et tout. » Le mensonge venait si facilement, si naturellement que si je n'avais pas vu l'infirmière moi-même, je l'aurais cru. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai fouillé les emails de Christian pendant qu'il dormait, trouvant la correspondance avec l'agence de soins à domicile. Il les avait embauchés le lendemain de sa grande annonce, facturant directement Charles pour des soins 24h24 tout en disant à son père qu'il faisait tout lui-même. Le pire était un email où Christian avait demandé à l'agence de faire porter des vêtements ordinaires à leurs infirmières lorsqu'elles entraient et sortaient du bâtiment pour maintenir la discrétion. Les factures étaient exorbitantes, 4 000 $ par semaine pour des soins que Christian prétendait fournir lui-même. Pendant ce temps, il passait peut-être 1 heure par jour avec Charles, généralement pendant le déjeuner, postant des photos pour maintenir l'illusion. Le reste de son temps était consacré à dépenser de l'argent avec une urgence qui m'effrayait. Des vêtements de designer ont commencé à apparaître dans notre placard, les étiquettes soigneusement retirées, mais les reçus cachés dans les poches de veste. Une montre taguée a fait son apparition à son poignet, qu'il prétendait être un cadeau d'un contact professionnel reconnaissant. Quand je l'ai interrogé sur le frais de 3 000 $ sur notre carte de crédit, il avait une histoire élaborée sur un investisseur qui l'avait remboursé en espèces, qu'il avait utilisé pour rembourser la carte avant que les intérêts ne soient dus. D'ailleurs, avait-il dit, examinant sa nouvelle montre. Papa ne vivra pas éternellement. Quand l'héritage arrivera, 3 000 $ ne seront rien. Nous empruntons juste sur notre avenir. Notre avenir. Comme si je n'avais pas remarqué qu'il avait commencé à rechercher des condos à Miami. Comme si je n'avais pas vu les messages à de vieux amis d'université sur le fait d'être bientôt célibataire. Comme si j'étais trop stupide pour reconnaître que j'étais remplacé par la promesse d'argent qui n'existait même pas encore. Les 2 mois suivants se sont déroulés dans un brouillard d'achat croissant de Christian et de santé déclinante de Charles. Les vertiges avaient été un signe avant-coureur de problèmes plus importants. Son cœur défaillait lentement mais sûrement. L'homme qui avait autrefois discuté pendant des heures de stratégie de marché avec moi pouvait à peine rester éveillé pendant une courte visite. Christian s'asseyait à côté du lit de son père, parcourant son téléphone, levant occasionnellement les yeux pour tapoter la main de Charles lorsque les infirmières passaient. C'est lors d'une de ces visites, le dernier jour où Charles était lucide, que tout est devenu clair. Christian était sorti pour prendre un appel. Un autre investisseur fictif. Un autre accord imaginaire. Nous laissant Charles et moi seuls. Sa prise sur ma main était étonnamment forte. Urgent. Sarafina, a-t-il murmuré, sa voix rauque mais claire. Je dois te faire une promesse. N'importe quoi, ai-je dit, me penchant plus près. La lecture du testament. Après mon départ, tu dois y être. Peu importe ce que Christian dit, peu importe quelle excuse il donne. Promets-le-moi. Je promets. Mais Charles, Daniel Morrison, mon avocat, il a des instructions. Tout est organisé. Ses yeux embués par les médicaments et la douleur se sont soudainement aiguisés. Je sais pour l'infirmière. J'ai toujours su, tout comme je sais pour les cartes de crédit, les mensonges, tout. Mon visage a dû montrer mon choc, car il a serré doucement ma main. Un père connaît son fils, a-t-il dit. Mais parfois la sagesse compte plus que le sang. Souviens-toi que la sagesse compte plus que la richesse, plus que tout.
Il a tâtonné sur sa table de chevet, sortant un petit journal en cuir, sa couverture douce avec l'âge. À l'intérieur de la couverture, en écriture tremblante, il avait inscrit « Pour les pensées de Sarafina et pour la vérité quand le moment viendra ». Garde ça, a-t-il dit. Écris tout, la vérité, pas l'histoire que Christian raconte. Quelqu'un devrait se souvenir de ce qui s'est vraiment passé. Christian est revenu alors, remettant son téléphone dans sa poche avec l'air satisfait de quelqu'un qui venait de vendre un autre mensonge. Il a jeté un coup d'œil à son père, puis à sa montre, celle coûteuse qui ne pouvait pas lui acheter de conscience. Papa a l'air fatigué, a-t-il annoncé. Nous devrions y aller. L'infirmière sera là bientôt. Il s'est rapidement rattrapé en ajoutant, je veux dire, je reviendrai ce soir pour vérifier comment il va. Charles a fermé les yeux, tenant toujours ma main. Souviens-toi de ta promesse, a-t-il murmuré si doucement. Christian n'a pas entendu. 3 jours plus tard, Charles est mort dans son sommeil. Enfin, libéré à la fois de son cœur défaillant et de son fils défaillant. Christian était dans un bar quand c'est arrivé, célébrant une affaire qui n'existait pas avec de l'argent qu'il n'avait pas encore. C'est moi qui ai reçu l'appel, qui suis resté avec le corps de Charles jusqu'à l'arrivée de l'entreprise de pompes funèbres, qui est vraiment pleuré. L'assistant du directeur des pompes funèbres m'a aidé à rassembler les effets personnels de Charles dans la chambre d'hôpital pendant que Christian attendait dans la voiture, moteur allumé. Ses lunettes de lecture étaient pliées sur la table de nuit à côté du journal en cuir qu'il m'avait donné quelques jours plus tôt. L'infirmière qui était de garde au moment du décès de Charles m'a touché doucement l'épaule et m'a murmuré qu'il s'en était allé paisiblement à 5h47. Aucune douleur, juste un doux glissement comme quelqu'un enfin autorisé à se reposer. Christian avait reçu l'appel à 6h et à 6h15 il envoyait déjà des SMS à quelqu'un pour proposer de boire un verre afin de célébrer une opportunité commerciale. Le trajet de retour de Northwestern Memorial s'était tiré dans le trafic matinal, me donnant trop de temps pour observer la transformation de Christian. Ses yeux étaient encore rouges quand nous sommes sortis du garage. Mais au moment où nous avons atteint Lakeshore Drive, il dictait des mémos vocaux sur la liquidation d'actifs et la recherche des implications fiscales de gros héritages. À un feu rouge près d'Oak Street, je l'ai surpris en train de taper condo en bord de mer à Miami, plus de 5 millions dans son navigateur de téléphone. Le corps de Charles était encore chaud, et son fils dépensait déjà de l'argent qui n'existait que dans son imagination. Nous devons appeler la maison funéraire Brennanes, ai-je dit, rompant le silence. Ton père a mentionné une fois qu'il voulait le plus rapide, a interrompu Christian, se rabattant agressivement dans la voie de gauche. Service simple, enterrement rapide. Papa ne voudrait pas de chichi. Charles m'avait en fait dit qu'il voulait que ses amis du club de lecture lisent des passages de ses romans préférés lors de la cérémonie, qu'il voulait de la musique jazz parce que cela lui rappelait sa jeunesse, qu'il espérait que les gens partageraient des histoires autour d'un bon vin et se souviendraient de lui en riant. Rien de tout cela n'avait d'importance pour Christian, qui voyait la mort de son père comme un retard gênant avant son jour de paix. Au moment où nous sommes arrivés à notre appartement, Christian avait contacté 3 agents immobiliers à Miami, programmé un appel avec un avocat spécialisé en succession qu'il avait trouvé en ligne, et recherché des concessions Lamborghini. Je me suis assise à notre table de cuisine appelant les amis de Charles depuis les numéros de son répertoire, tandis que Christian faisait les 100 pas derrière moi en ayant des conversations bruyantes sur des opportunités d'investissement et de diversification de portefeuille avec des gens qui ne savaient pas encore qu'ils n'avaient pas d'argent à investir. Les funérailles ont eu lieu 2 jours plus tard dans une chapelle à Skokie que Christian avait choisie parce qu'ils offraient un forfait. La pluie de février a transformé le cimetière en un champ de boue qui accrochait à nos chaussures pendant que nous marchions jusqu'à la tombe. Christian avait insisté pour prononcer l'éloge funèbre, ouvrant un modèle sur son téléphone dans la voiture et lisant littéralement depuis l'écran au pupitre. Charles était un père aimant qui m'a appris tout ce que je sais sur les affaires, a-t-il dit, ce qui était techniquement vrai puisque Charles ne m'avait rien appris et que je ne savais rien. Il a vécu une vie bien remplie et laisse un héritage de succès. Des mots génériques qui auraient pu concerner le père de n'importe qui, prononcés avec toute l'émotion d'un bulletin météorologique. Pendant la cérémonie d'enterrement, alors que le rabbin parlait de poussière et de retour et de repos éternel, Christian se tenait à côté de moi vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. Je l'ai regardé taper d'une main, l'autre tenant un parapluie noir qu'il inclinait pour protéger son écran de la pluie, mais pas le cercueil de son père. L'avocat de la succession avait apparemment le message lui au sujet des délais de succession, et c'était plus important que de regarder Charles être mis en terre. La réception qui a suivi a révélé tout ce que j'avais été trop aveugle pour voir. Les amis du club de lecture de Charles,
des gens doux dans la soixantaine et la soixantaine qui le connaissaient depuis des décennies, ont formé un cercle protecteur autour de moi tout en évitant activement Christian. Madame Rodriguez, qui dirigeait leur discussion sur Hemingway et Morrison, m'a attrapé à part près de la station de café. « Charles s'inquiétait pour toi », a-t-elle dit doucement, sa main chaude sur la mienne. « Il nous a demandé de veiller sur toi après que tout se sera arrangé. » Après quoi, ai-je demandé, mais elle s'est contentée de me serrer la main et s'est éloignée alors que Christian approchait, son faux sourire le précédant comme un avertissement. « Belle affluence », a-t-il dit, bien que moins de 20 personnes soient venues. Papa aurait été fier. Il a consulté sa montre, une pointe d'impatience traversant son visage. Combien de temps encore devons-nous rester? Nous sommes partis 1 heure plus tard, Christian se plaignant de la perte de temps, tandis que j'étais assise en silence sur le siège passager, tenant une boîte en carton des livres de Charles que Madame Rodriguez avait insisté pour que je prenne. Il voudrait que tu les aies, avait-elle dit, et quelque chose dans son ton suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Ce soir-là, Christian a ouvert une bouteille de champagne qu'il gardait pour une occasion spéciale. À de nouveaux départs, a-t-il brindé à lui-même puisque je n'avais pas pris de verre. Il a bu la majeure partie de la bouteille en parcourant des annonces de yachts sur son ordinateur portable, lisant occasionnellement les prix à voix haute comme s'il choisissait des articles dans un menu de restaurant. Je suis allé me coucher tôt, épuisé par le chagrin, et par l'effort de prétendre que le comportement de Christian n'était pas épouvantable. Mais le sommeil ne venait pas. Je suis resté allongé, l'écoutant au téléphone dans le salon, sa voix devenant plus forte au fur et à mesure que le champagne faisait effet, faisant des promesses d'investissement et de partenariat qui se matérialiseraient une fois ses fonds débloqués. Le matin après l'enterrement, je me suis réveillé pour trouver Christian déjà éveillé, vêtu de son meilleur costume, des papiers étalés sur notre table de cuisine. Ma robe de funérailles noire était encore accrochée à la porte de la salle de bain où je l'avais laissée la veille. Je n'avais même pas encore pris de café quand il a commencé sa présentation. 210 millions, a-t-il annoncé, se tenant debout comme s'il s'adressait à une réunion du conseil d'administration. C'est la valeur de la succession de papa. J'ai déjà parlé à Daniel Morrison, l'avocat de papa. La succession devrait être réglée en quelques jours. Il a poussé les papiers du divorce sur la table avec l'efficacité décontractée de quelqu'un qui clôture une transaction commerciale. Je n'ai plus besoin de ton pitoyable salaire. Tu as été utile pour payer le loyer. Mais maintenant, tu ne me sers à rien. Les mots auraient dû me détruire. Auraient dû m'envoyer chanceler, pleurer, supplier. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'entièrement différent. Une clarté froide comme de l'eau glacée dans mes veines. La voix de Charles résonnait dans ma mémoire. La sagesse compte plus que la richesse. Le journal en cuir qu'il m'avait donné était dans mon sac, et à l'intérieur se trouvait la carte de visite de Daniel Morrison avec ce message vocal urgent que je n'avais pas encore retourné. Très bien, me suis-je entendu dire, ma voix stable alors que je tendais la main vers le stylo offert par Christian. Mais je veux que cela soit fait correctement par des avocats. Ce qui te fait plaisir, Harry Christian, déjà en train de décorer mentalement son pantouse de Miami. Daniel s'occupera de tout. La succession, le divorce, tout. Une rupture nette. J'ai signé mon nom avec un soin délibéré. Chaque lettre un petit adieu à la vie que j'avais essayé de construire avec quelqu'un incapable de construire quoi que ce soit. Christian a arraché les papiers, son sourire si large qu'il semblait douloureux. « Tu peux garder cette décharge ?» a-t-il dit, désignant notre appartement avec mépris. « Considère-le comme une prime de départ. » 20 minutes plus tard, je me tenais dans notre chambre, faisant mes bagages dans une seule valise, ne choisissant que l'essentiel. Les appels téléphoniques de célébration de Christian résonnaient depuis le salon. Des amis, des connaissances, quiconque voulait bien écouter ses grands projets. Je pense à lancer un fonds spéculatif, ai-je entendu dire. Avec 200 millions de capital, je pourrais vraiment faire des vagues. L'ascenseur de notre immeuble a pris une éternité, me donnant trop de temps pour réfléchir. Mais je ne pensais pas à Christian ni au divorce, ni même à l'argent. Je pensais à la poigne de Charles dans ma main, étonnamment forte pour un homme mourant, et à son insistance pour que j'assiste à la lecture du testament, au regard significatif de Madame Rodriguez et aux paroles prudentes sur le message vocal urgent de Daniel Morrison que Christian ignorait. Le chauffeur de taxi qui m'a prise en charge à l'extérieur m'a étudié dans son rétroviseur pendant que j'étais assise, serrant ma valise comme une bouée de sauvetage. « Ça va, mademoiselle ?» a-t-il demandé doucement. « Grosse matinée. »« Je vais bientôt le savoir »,
ai-je dit, sortant mon téléphone pour retourner enfin l'appel de Daniel Morrison. Le téléphone a sonné 2 fois avant que Daniel Morrison ne réponde, sa voix professionnelle, mais portant une nuance que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Madame Carter, j'attendais votre appel. Êtes-vous dans un endroit privé où nous pouvons parler? Le taxi venait de monter jusqu'à un aéroport Hampton Inn, assez loin de notre appartement de Lincoln Park pour que Christian ne me trouve pas accidentellement. J'ai demandé au chauffeur d'attendre pendant que je terminais l'appel, regardant des avions décoller à travers le matin gris de février, chacun transportant des gens vers de nouvelles vies, tandis que la mienne était suspendue entre ce qui était et ce qui pourrait être. Monsieur Morrison, votre message vocal mentionnait quelque chose concernant la lecture du testament. Christian a dit que tout était déjà réglé. Il y a eu une pause, puis ce qui ressemblait à un bruissement de papier. Madame Carter, votre mari a fait plusieurs suppositions concernant la succession de son père. Charles a été très spécifique dans ses instructions. Vous et Christian devez assister à la lecture formelle. Êtes-vous disponible demain à 10 heures? Christian a mentionné que la succession valait 210 millions de dollars, ai-je dit, ayant besoin de comprendre le jeu qui se jouait. La valeur brute de la succession est en effet substantielle, a répondu Daniel prudemment, chaque mot mesuré comme des ingrédients dans une recette délicate. Cependant, Charles a été très particulier quant aux conditions de distribution. Je ne peux pas en dire plus avant la lecture formelle, mais je vous conseille vivement d'y assister. Charles y a insisté. Après avoir confirmé que j'y serais, j'ai payé le chauffeur de taxi et je me suis enregistré à l'hôtel en utilisant la carte de crédit que Christian ne connaissait pas. Celle que j'avais gardée pour les urgences depuis mon premier mariage. La chambre était d'une banalité standard pour les voyageurs d'affaires. Murs beige, rideaux sombres, un lit qui semblait identique à des milliers d'autres dans le pays. Cela semblait approprié d'une certaine manière, cet espace neutre entre ma vieille vie et ce qui allait suivre. Pour la première fois en 3 ans, j'ai appelé en maladie au travail. Ma superviseure Janet semblait sincèrement inquiète. Sarafina, tu n'as pas manqué un jour depuis que tu as commencé. Tout va bien? Urgence familiale, ai-je dit, ce qui était suffisamment vrai. J'ai besoin de quelques jours pour régler les choses. J'ai commandé un service de chambre cet après-midi-là. Un club sandwich qui aurait pu être du carton pour tout ce que j'ai goûté. La télévision diffusait les informations par câble en sourdine pendant que je parcourais des annonces d'appartements sur mon ordinateur portable, essayant d'imaginer recommencer à 38 ans avec ce qui resterait après la dévastation financière de Christian. Des studios à Rogers Park, des 1 chambre à Uptown, des endroits où les radiateurs claquaient et les murs étaient minces, mais le loyer était gérable avec un seul revenu. Ce soir-là, en déballant ma valise rapidement remplie, j'ai trouvé le journal en cuir de Charles au fond, enveloppé dans un de mes pulls. À l'intérieur de la couverture, sous son inscription comme quoi il était pour mes pensées, il y avait une enveloppe que je n'avais pas remarquée auparavant. Mon nom y était écrit en écriture tremblante de Charles, daté d'exactement 1 mois avant sa mort. La lettre à l'intérieur faisait 3 pages, écrite par éclair au fur et à mesure que sa force le lui permettait, l'écriture devenant plus faible vers la fin. Ma chère Sarafina, commençait-elle. Si tu lis ceci, alors les choses se sont déroulées comme je le craignais. D'abord, je te dois des excuses. Je savais qui était Christian quand tu l'as épousé. J'avais espéré, prié que ton influence puisse le changer. Au lieu de cela, il a simplement utilisé ta gentillesse comme une autre ressource à exploiter. J'ai dû poser la lettre, mes mains tremblant. Dehors, les avions continuaient leur départ, leur lumière clignotant à travers le crépuscule naissant. Après un moment, j'ai continué à lire. Christian a toujours été ainsi. Sa mère, que Dieu repose son âme, est partie quand elle ne pouvait plus supporter les mensonges. Je m'en suis tenu responsable, j'ai essayé de compenser avec de l'argent, avec des choses, avec d'infinies secondes chances. Chaque fois, je l'empirais. Tu as demandé une fois pourquoi je vivais si modestement malgré ma richesse. La vérité est que je protège cette richesse de mon fils depuis des années, sachant qu'il s'y détruirait. Le paragraphe suivant m'a coupé le souffle. J'ai pris des dispositions dans mon testament dont Christian n'est pas au courant. Il ne l'a jamais lu malgré mes tentatives de lui en parler. Il suppose, comme toujours, que tout lui parviendra. Daniel Morrison a mes instructions complètes. Faites-lui confiance. Assistez à la lecture, peu importe ce que Christian dit ou fait. La justice arrive souvent sous des formes inattendues.
La lettre se concluait par des mots qui m'ont fait verser des larmes que je pensais avoir épuisées. Tu méritais mieux que le sort que tu as reçu. Le mariage de Christian avec toi a été sa seule bonne décision, bien qu'il ne comprendra jamais pourquoi. Sois forte, ma chère. Ce qui arrive sera difficile mais nécessaire. Et s'il te plaît, ne te blâme pas pour tout cela. Certaines personnes ne peuvent pas être sauvées, seulement supportées. J'ai plié la lettre soigneusement, la remettant dans le journal. Mon téléphone, que j'avais mis en silencieux, affichait 17 appels manqués de Christian et des dizaines de messages textes. La progression était presque comique dans sa prévisibilité. D'abord des exigences, où es-tu? C'est ridicule. Puis la colère, tu n'as pas le droit de disparaître comme ça. Nous avons des choses à discuter. Suivi d'une fausse inquiétude, je m'inquiète pour toi. Fais-moi savoir que tu es en sécurité. Puis la manipulation, nous pouvons régler ça. Peut-être que j'ai été trop hâtif. Retour à la colère, tu es puéril. Grandis. Les menaces sont apparues ensuite, je prendrai tout dans le divorce. Tu n'auras rien. Et enfin, la vantardise, la succession sera réglée demain. Merci de m'avoir rendu la tâche facile en partant. Au fait, garder l'appartement était généreux de ma part. Tu devrais être reconnaissante. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Laisse-le croire qu'il avait gagné, que j'avais simplement fui en défaite. La vérité arriverait bientôt, enveloppée dans un langage juridique et témoignée par la présence professionnelle de Daniel Morrison. Cette nuit-là, je me suis allongé dans le lit d'hôtel, regardant le plafond, les lumières de la ville filtrant à travers les rideaux, créant des motifs qui changeaient au passage de chaque voiture. Quelque part à travers Chicago, Christian était probablement en train de célébrer sa fortune imaginaire, d'accumuler des notes qu'il ne pouvait pas payer, de faire des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. La pensée aurait dû m'apporter satisfaction, mais tout ce que je ressentais était de la fatigue, une fatigue profonde, une fatigue de l'âme, épuisée par des années à soutenir quelqu'un qui confondait prendre avec gagner. Le deuxième jour, je me suis forcé à manger le petit déjeuner dans le hall de l'hôtel, entouré de voyageurs d'affaires consultant leurs emails et de familles se rendant à l'aéroport. Des gens normaux menant des vies normales, inconscients qu'à la table voisine se trouvait une femme dont toute l'existence avait explosé et s'était reformée en 72 heures. J'ai passé l'après-midi dans le centre d'affaires de l'hôtel, mettant à jour mon CV et recherchant les salaires du marché pour les analystes financiers. Si rien d'autre ne venait des dispositions mystérieuses de Charles, au moins je pourrais reconstruire ma carrière sans que Christian ne draine chaque salaire. Le troisième matin est arrivé, gris et glacial. Un temps parfait pour les révélations. Daniel Morrison a appelé à 8 heures pour confirmer le rendez-vous. Les deux parties ont confirmé leur présence, a-t-il dit formellement. Je veux vous prévenir que cela pourrait être émotionnellement difficile. Charles anticipait diverses réactions. Christian va-t-il recevoir ses 210 millions, ai-je demandé directement. La pose de Daniel était éloquente. Monsieur Carter recevra exactement ce que son père avait l'intention qu'il reçoive en fonction des conditions que Charles a établies. Rien de plus, rien de moins. J'ai choisi mes vêtements avec soin. Pantalon noir professionnel et blazer gris. L'uniforme de quelqu'un qui n'a rien à prouver et rien à cacher. La femme dans le miroir de l'hôtel avait l'air plus âgée que 38 ans, mais plus forte d'une certaine manière, comme si la pression l'avait comprimée en quelque chose de plus dur et de plus précieux. L'ascenseur dans l'immeuble de Daniel Morrison a monté 23 étages pendant que j'étudiais mon reflet dans ses portes polies. La femme professionnelle qui me regardait avait l'air calme. Mais en dessous, mon pouls battait d'anticipation. Je suis sorti dans un hall de réception qui chuchotait le vieil argent, boiserie sombre, chaises en cuir qui avaient contenu des décennies de secrets, peinture à l'huile du paysage urbain de Chicago avant que les tours de verre ne prennent le relais. Christian était déjà là, étalé dans l'une de ses chaises en cuir comme s'il possédait l'endroit. Le nouveau costume qu'il portait avait encore l'éclat subtil du tissu frais, probablement acheté hier avec une carte de crédit qu'il ne pouvait pas payer. Une fausse Rolex, je pouvais le dire à la façon dont la trotteuse tic-tac plutôt que de balayer, ornait son poignet. Il n'a pas levé les yeux de son téléphone quand je suis entré, ses doigts volant sur l'écran alors qu'il tapait ce qui était sans doute d'autres promesses d'investissement qu'il allait bientôt faire. Monsieur et Madame Carter, a annoncé la réceptionniste, Monsieur Morrison vous reçoit maintenant. Ce n'est qu'alors que Christian a reconnu ma présence, ses yeux glissant sur moi avec un calcul dédaigneux. Je portais le même blazer anthracite que j'avais porté pour une douzaine de réunions clients, le même pantalon pratique,
la même montre modeste que Charles m'avait donnée à Noël il y a 2 ans. À côté de l'étalage désespéré de richesses imaginaires de Christian, j'avais l'air exactement de ce que j'étais, quelqu'un qui travaillait pour gagner sa vie. Le bureau de Daniel Morrison occupait un coin de l'immeuble. Des fenêtres sur 2 côtés offrant une vue sur la rivière Chicago serpentant à travers la ville comme un ruban gris. L'homme lui-même s'est levé lorsque nous sommes entrés, cheveux argentés et dignes d'une manière qui faisait que le costume clinquant de Christian ressemblait encore plus à un costume. Son bureau, une massive pièce en acajou qui aurait pu servir de table à manger, dominait la pièce. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », a dit Daniel, faisant signe vers 2 chaises positionnées côte à côte face à son bureau. Christian a immédiatement essayé d'orienter sa chaise loin de la mienne, comme si la proximité avec moi pouvait contaminer sa fortune imminente. Daniel a observé cette petite performance avec une expression que je ne pouvais pas lire, puis s'est installé dans sa propre chaise avec les mouvements prudents de quelqu'un qui avait tout le temps du monde. « Avant de commencer », a dit Daniel, sortant un épais dossier de son tiroir de bureau. « Je dois confirmer certains détails. Christian, vous avez demandé le divorce de Sarafina il y a 3 jours, n'est-ce pas ?» Christian a agité sa main impatiemment. « Oui. Oui, tout est déposé. Pouvons-nous en venir à la distribution de la succession ? J'ai des rendez-vous cet après-midi. » Non, il ne l'avait pas fait. Mais le mensonge venait aussi naturellement que la respiration. « Et vous avez tous les 2 signé les papiers, » a continué Daniel, son ton parfaitement neutre. « Signé et soumis », a confirmé Christian, se penchant en avant avec eagerness. « Maintenant, à propos des 210 millions. Avez-vous lu le testament de votre père, Christian ?» La question de Daniel est tombée dans la pièce comme une pierre dans de l'eau calme. L'enthousiasme de Christian a vacillé. « Papa me l'a dit il y a des années. Je suis le seul bénéficiaire. » J'ai demandé si vous aviez lu le testament actuel, a répété Daniel, glissant le dossier sur la surface en acajou avec une précision délibérée. Le document lui-même, pas ce dont vous vous souvenez de conversation. J'ai observé le visage de Christian passer de l'ennui à l'incertitude. Sa main a hésité avant de prendre le dossier, et j'ai vu la bouche de Daniel se tordre dans ce qui pourrait avoir été le fantôme d'un sourire. Christian a ouvert le dossier avec la confiance de quelqu'un sur le point de confirmer ce qu'il savait déjà. J'ai vu ses yeux parcourir la première page, le langage juridique qui établissait l'identité de Charles, sa santé mentale, la date de la dernière révision du testament, juste 1 mois avant sa mort. Le front de Christian s'est légèrement plissé, probablement en se demandant pourquoi son père avait mis à jour son testament si récemment, mais il a continué. La 2e page est là où tout a changé. Je pouvais suivre sa lecture par la façon dont son visage s'est transformé. D'abord la confusion alors qu'il rencontrait le langage concernant les contingences et les conditions, puis l'incrédulité alors qu'il atteignait la clause de mariage, l'exigence qu'il reste marié avec moi pendant une année complète après la mort de Charles pour hériter de la pleine succession. Ses mains ont commencé à trembler alors qu'il trouvait la section suivante, celle sur la fiducie caritative pour la littératie financière qui recevrait la majeure partie de la succession si la condition du mariage n'était pas remplie. « Ce n'est pas possible », a murmuré Christian, sa voix à peine audible. « Il doit y avoir une erreur. » « Il n'y a pas d'erreur, » a dit Daniel calmement. « Votre père a été très spécifique. L'héritage complet de 210 millions de dollars était conditionné au maintien de votre mariage avec Sarafina. Il croyait, et je cite directement, que Christian a besoin de la sagesse et de la stabilité de Sarafina pour gérer une telle richesse de manière responsable. » Le visage de Christian était devenu pâle, rendant son faux bronzage orangé sous la lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres. « Mais j'ai demandé le divorce. Nous pouvons l'arrêter. Nous pouvons retirer les papiers. » Il s'est tourné vers moi, ses yeux sauvages de panique. « Sarafina, nous pouvons arranger ça. Dis-lui que nous nous sommes réconciliés. » Daniel a continué comme si Christian n'avait pas parlé. « Selon les termes, en cas de procédure de divorce initiée par vous dans l'année suivant le décès de Charles, l'intégralité de la succession sera transférée à la Arbor Light Foundation pour la littératie financière, moins une petite allocation personnelle. » Quelle petite allocation ? La voix de Christian s'est brisée sur le mot. 50 000 $, a répondu Daniel. Votre père estimait que c'était, et je cite, suffisant pour que Christian recommençait, espérons-le, apprenne la valeur du travail et de la loyauté. Le silence qui a suivi a été complet. Même le bruit de la ville depuis 23 étages plus bas semblait s'arrêter. Christian a fixé le testament comme si les mots allaient se réarranger s'il regardait assez fort.
Son nouveau costume semblait soudainement mal tomber sur ses épaules, comme un enfant jouant à s'habiller dans les vêtements de son père. Puis est venu le marchandage. Sarafina, s'il te plaît, a dit Christian, se tournant entièrement vers moi pour la première fois depuis mon entrée dans le bureau. Nous pouvons régler ça. J'ai été hâtif, émotif à cause du chagrin. Nous n'avons pas à aller jusqu'au divorce. J'ai croisé son regard fixement. Tu m'as dit que je te servais à rien. Je ne le pensais pas. J'étais bouleversé à propos de papa. Tu sais comment le chagrin affecte les gens. Tu cherchais des condos à Miami avant même que le corps de papa soit froid. Les tactiques de Christian ont rapidement changé, passant en revue chaque manipulation qu'il avait jamais utilisée. D'abord sont venues les promesses. Nous pouvons le partager. 100 millions chacun. Plus d'argent que l'un de nous ne pourrait dépenser. Puis la rationalisation. Papa voudrait que nous réglions ça. Il nous aimait tous les deux. Suivi de menaces. Je contesterai le testament. C'est de l'influence indue. Tu l'as empoisonné contre moi. Et enfin, les larmes. De vraies larmes qui auraient pu m'émouvoir si je ne l'avais pas vu s'entraîner à pleurer dans le miroir de notre salle de bain avant les réunions d'investisseurs. Christian, ai-je dit, ma voix calme, de la manière qui vient quand on a dépassé la colère pour quelque chose de plus clair. Tu as passé 4 ans à vivre de mon salaire tout en prétendant être un entrepreneur. Tu as menti à ton père mourant sur le fait de prendre soin de lui alors que tu embauchais une infirmière avec son propre argent. Tu as compté les jours jusqu'à sa mort comme un calendrier de l'Avent rempli de billets de $100. Et au moment où tu pensais ne plus avoir besoin de moi, tu m'as jeté. Je me suis tenu droite, lissant mon pantalon pratique, et j'ai regardé l'homme que j'avais un jour cru pouvoir sauver avec suffisamment de patience et de soutien. Ton père savait exactement qui tu es. C'est pourquoi il a mis ces conditions en place. Il voulait apprendre une dernière leçon sur la valeur de la loyauté et du travail honnête. Je me suis tourné vers Daniel. S'il vous plaît, procédez avec le divorce. Je crois que Charles serait heureux de savoir que sa fortune aidera des milliers de personnes à apprendre la littératie financière, quelque chose que son fils n'a jamais pris la peine d'acquérir. Le visage de Christian a traversé l'incrédulité, la rage, et enfin une sorte de désespoir brisé qui aurait pu être la première émotion authentique que j'ai vue de lui depuis des années. Le désespoir brisé de Christian flottait dans l'air un instant seulement avant de se transformer en quelque chose de plus laid. Il s'est levé d'un bond, la chaise en cuir tournant derrière lui, et a pointé un doigt accusateur vers moi. Tu as planifié ça. Toi et papa vous êtes conspirés contre moi. Tu l'as retourné contre son propre fils. Sa voix montait à chaque mot, faisant écho au mur lambrissé du bureau d'avocat. Daniel est resté assis, calme comme un lac, tandis que Christian faisait rage comme une tempête au-dessus. Je suis resté sur ma chaise, regardant l'homme que j'avais épousé révéler chaque strate de droit et d'illusion qu'il avait soigneusement caché derrière son charme et ses fausses promesses. Monsieur Carter, a dit Daniel calmement, je peux vous assurer que le testament de votre père a été rédigé entièrement à sa discrétion. Madame Carter n'en a eu connaissance qu'à ce moment-là. C'est impossible, Christian a frappé sa main sur le bureau en acajou, faisant sauter un presse-papier en cristal. Elle a dû le manipuler. Il était malade, vulnérable. C'est de l'influence indue, de la maltraitance sur personne âgée, quelque chose. Daniel a ouvert un autre dossier, sortant plusieurs documents avec des sceaux officiels. Votre père a mis à jour son testament plusieurs fois au cours des 5 dernières années, chaque version ajoutant des conditions plus spécifiques concernant votre héritage. Il me rencontrait mensuellement alors qu'il était en parfaite santé mentale. Nous avons des évaluations médicales, des déclarations de témoins et des enregistrements vidéo de chaque séance où il a explicitement énoncé ses raisons. Des enregistrements vidéo. La rage de Christian a vacillé en incertitude. Votre père a insisté pour tout documenter. Il anticipait que vous pourriez contester le testament. Daniel a sorti une tablette, balayant jusqu'à un fichier daté de 6 semaines avant la mort de Charles. Voulez-vous voir votre père expliquer dans ses propres mots pourquoi il a structuré sa succession de cette façon ? Christian s'est affalé sur sa chaise comme si Daniel lui avait tiré dessus plutôt qu'une tablette. Non, je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas nécessaire. Mais Daniel a continué, implacable dans sa courtoisie professionnelle. Il y a plus que vous devriez comprendre sur la distribution. Les 50 000 $ qui vous sont destinés ne sont pas librement accessibles. Votre père les a placés dans une fiducie avec des conditions spécifiques. Quelles conditions ?
La voix de Christian avait réduit à peine un murmure. Vous devez fournir une preuve d'emploi pour accéder au fonds. Emploi à temps plein maintenu pendant au moins 6 mois. La fiducie libérera 10 000 $ sur preuve d'embauche, puis les 40 000 $ restants après 6 mois d'emploi vérifié. Christian a ri, mais cela ressemblait plus à un étouffement. Il essaie de me contrôler même depuis la tombe. Il essaie de t'apprendre ce qu'il n'a pas pu pendant qu'il était vivant, ai-je dit doucement, parlant pour la première fois depuis que je m'étais levé pour partir. Christian s'est de nouveau retourné contre moi, mais cette fois sa colère s'était transformée en quelque chose de désespéré et de méchant. Tu penses avoir gagné quelque chose ici? Tu n'obtiens rien non plus. Tu l'as entendu. L'argent va à la charité, pas à toi. Daniel s'est éclairci la gorge. En fait, ce n'est pas entièrement exact. Monsieur Carter, il y a une disposition séparée pour Madame Carter. Il a sorti un autre document. Charles lui a laissé un legs personnel de 25 000 $ ainsi que cette note. Il m'a tendu une enveloppe avec mon nom écrit par Charles. À l'intérieur, un bref message, pour le nouveau départ que tu mérites, et pour la gentillesse que tu as montrée à un vieil homme qui ne la méritait pas. Utilise ceci pour construire la vie que Christian n'a jamais pu te donner. 25 000 $. Pas une fortune qui change la vie, mais assez pour sécuriser un nouvel appartement, rembourser les cartes de crédit que Christian avait maximisées, peut-être même prendre des vacances dans un endroit chaud où je pourrais me souvenir de ce que c'était de me détendre. C'est du délire, a murmuré Christian, passant ses mains dans ses cheveux soigneusement coiffés jusqu'à ce qu'ils soient en désordre. 210 millions et tout va à des étrangers parce que j'ai demandé le divorce 3 jours trop tôt. Pas des étrangers, a corrigé Daniel. La Arbor Light Foundation for Financial Literacy. Votre père a siégé dans plusieurs conseils d'administration d'organisations à but non lucratif et a sélectionné personnellement les fiduciaires de cette fondation. Ils comprennent des éducateurs, des travailleurs sociaux et des conseillers financiers qui utiliseront les fonds pour enseigner la gestion pratique de l'argent aux communautés défavorisées. Votre père a appelé cela son véritable héritage. Le visage de Christian s'est déformé alors que le poids total de sa situation s'effondrait. Je n'ai rien. Pas de travail, pas d'économie, pas d'appartement. J'ai tout dépensé parce que je pensais, il s'est arrêté, incapable d'admettre qu'il comptait l'argent de son père avant même que l'homme ne soit enterré. Vous avez 50 000 $ qui vous attendent une fois que vous aurez un emploi, lui a rappelé Daniel. C'est plus que ce que beaucoup de gens commencent. J'ai 41 ans, la voix de Christian s'est à nouveau brisée, montant vers l'hystérie. Je n'ai pas eu un vrai travail depuis 3 ans. Qui va m'embaucher? Pourquoi? Ses cris avaient atteint un point tel que Daniel a subtilement appuyé sur un bouton sous son bureau. En quelques secondes, un agent de sécurité est apparu dans l'embrasure de la porte, sa présence calme mais indéniable. Monsieur Carter, a dit Daniel en se levant maintenant. Je pense que nous avons couvert tout ce qui est nécessaire aujourd'hui. Les documents seront déposés auprès du tribunal cet après-midi. Si vous avez besoin d'aide pour comprendre les termes de la fiducie, mon assistant peut vous fournir une référence à un conseiller d'emploi. Christian a regardé Daniel, l'agent de sécurité, et moi, son visage passant par des émotions comme une machine à sous qui tourne vers une perte inévitable. Finalement, il s'est complètement dégonflé, se laissant tomber sur la coûteuse chaise en cuir comme si tous ses os s'étaient dissous. Comment suis-je censé survivre, a-t-il demandé à la pièce, la question si petite qu'elle traversait à peine le bureau. Comme tout le monde, ai-je dit, ramassant mon sac et l'enveloppe avec la note de Charles. En travaillant? L'agent de sécurité s'est écarté alors que je me dirigeais vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Christian une dernière fois, pas en criant maintenant, mais pire. Brisé d'une manière qui aurait pu m'émouvoir si je n'avais pas passé 4 ans à être brisé par son égoïsme. Sarafina, s'il te plaît. Nous aurions pu avoir tout. Je me suis arrêté sur le seuil mais je ne me suis pas retourné. Non, Christian, tu aurais pu avoir tout. Tout ce que tu avais à faire, c'était de valoriser ce que tu avais déjà. La descente en ascenseur a ressemblé à une ascension plutôt qu'à une descente. Chaque étage m'emportant plus loin du poids de l'effondrement de Christian. Dans le hall, je me suis arrêté sur un banc pour relire la note de Charles, laissant ces mots s'enfoncer correctement. Un nouveau départ. Pas une fortune, mais assez pour construire quelque chose de réel, quelque chose de mien. Une semaine plus tard, Daniel Morrison a appelé pour confirmer ce que je savais déjà au fond de mon cœur. Le divorce avait été finalisé sans contestation.
Christian n'avait même pas embauché d'avocat, probablement parce qu'il ne pouvait pas se le permettre. La succession avait été distribuée exactement comme Charles l'avait prévu. La fondation avait reçu son financement initial et mettait déjà en place des programmes dans les quartiers défavorisés du Southside de Chicago, exactement là où Charles avait construit ses centres commerciaux il y a des décennies. Il y a une dernière chose, a dit Daniel, son ton professionnel se réchauffant légèrement. Charles a laissé des instructions pour que je te dise cela seulement après que tout soit réglé. Il voulait que tu saches que de tous les investissements qu'il a fait dans sa vie, t'introduire auprès de son fils était celui qui l'a le plus blessé. Mais voir qui tu étais malgré l'influence de Christian était ce qui lui a donné de l'espoir à la fin. Les mots de Daniel sur le dernier message de Charles sont restés avec moi pendant que je raccrochais. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la fenêtre de mon hôtel, illuminant des particules de poussière qui dansaient comme de petites célébrations dans l'air. J'avais 25 000 $, un divorce finalisé, et pour la première fois depuis 4 ans, plus aucun échec à gérer. La liberté semblait étrange, comme porter des chaussures après des années de marche sur du verre brisé. 2 semaines après cet appel téléphonique, j'ai signé le bail d'un studio dans le Lot. Le bâtiment était plus ancien avec des radiateurs qui claquaient en hiver et des fenêtres qui collaient en été. Mais la vue s'étendait sur Grand Park jusqu'au lac Michigan. L'espace faisait à peine 600 pieds carrés, plus petit que le salon de l'appartement que j'avais partagé avec Christian. Mais chaque centimètre m'appartenait. La première nuit, je me suis assise par terre avec des plats à emporter chinois, entourés de cartons, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, le contentement. Personne ne critiquerait mon choix de rideaux ni ne qualifierait mes achats de meubles de gaspillage. Personne ne viderait mon compte en banque pour de fausses entreprises. Les murs étaient à moi de peindre, le silence à moi de remplir ou de préserver. J'ai accroché la photo de Charles sur l'étagère que j'avais achetée dans une friperie sur Milwaukee Avenue. C'était d'une de nos conversations du dimanche, capturée à mi-rire de quelque chose que j'avais dit sur les prévisions du marché. Ses yeux plissés d'une chaleur sincère, le genre d'expression que Christian n'avait jamais hérité ni appris à feindre. Sous la photo, j'ai placé le journal en cuir qu'il m'avait donné, maintenant rempli de mes propres pensées sur le recommencement. La fondation m'avait envoyé du matériel d'orientation pour les bénévoles, et je les ai étalés sur ma petite table à manger, étudiant le programme qu'ils utilisaient pour les cours de littératie financière. Budget de base, compréhension du crédit, la différence entre les désirs et les besoins, des concepts si simples mais si étrangers à la façon de penser de Christian. J'ai pensé à Charles concevant ce programme, sachant que son fils n'en profiterait jamais, mais espérant que d'autres le feraient. Ma première séance de bénévolat était prévue pour le samedi matin dans un centre communautaire du côté sud, un des bâtiments que Charles avait contribué à développer dans les années 1990. L'ironie n'a pas échappé. J'allais enseigner la sagesse financière dans un endroit que Charles avait construit en utilisant l'argent que Charles avait laissé pour empêcher les gens de devenir ce que Christian était devenu. Pendant ce temps, la nouvelle réalité de Christian se déroulait à travers des fragments qui me parvenaient par des connaissances mutuelles. Tom de mon bureau a mentionné l'avoir vu à un salon de l'emploi à Navy Pier portant le même costume de designer qui semblait maintenant usé sur les bords, distribuant des CV à des entreprises qui embauchaient des représentants commerciaux débutants. L'image était presque pittoresque. L'homme qui avait passé des années à prétendre être un PDG implorait maintenant une chance de faire des appels à froid. Rachel, qui travaillait à la banque où nous avions notre compte joint, m'a dit qu'il avait essayé d'ouvrir une ligne de crédit professionnel en utilisant la succession de son père comme garantie. Quand elle lui avait expliqué qu'il n'avait aucun droit sur la succession. Il était apparemment resté à son bureau pendant 10 minutes, incapable de comprendre que son héritage s'était évaporé. Elle avait dû appeler la sécurité quand il a refusé de partir, insistant sur le fait qu'il devait y avoir une erreur. La mise à jour la plus révélatrice est venue de Madame Chin, l'ancienne voisine de Charles, qui m'a appelé un soir, 3 mois après la lecture du testament. Christian avait emménagé dans l'ancien appartement de Charles, non pas par sentimentalisme, mais parce qu'il était à loyer contrôlé, et le propriétaire, qui connaissait Charles depuis 30 ans, avait accepté de le laisser rester pendant 6 mois à un loyer réduit par respect pour la mémoire de son père. Il a l'air terrible, a dit Madame Chin, son ton mélangeant pitié et désapprobation, puis non rasé. Je l'ai vu porter des sacs d'épicerie du magasin Dollar hier. Le même garçon qui se vantait de ses projets d'entreprise ne peut plus se permettre d'épicerie décente maintenant. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant cela, juste une reconnaissance creuse que les conséquences avaient enfin trouvé quelqu'un qui avait passé sa vie à les éviter. Christian apprenait ce que j'avais su depuis toujours. Que la survie exige un vrai travail,
pas seulement sa mise en scène. Finalement, le mot m'est parvenu qu'il avait trouvé un emploi dans un centre d'appel à Schombourg, le genre qui vendait des garanties prolongées pour les appareils électroménagers. Le même homme qui avait dépensé 40 000 $ de mon argent en déjeuner de réseautage passait maintenant ses journées à lire des scripts, essayant de convaincre des étrangers d'acheter quelque chose dont ils n'avaient pas besoin. Son premier salaire débloquerait une partie de son fonds fiduciaire. Mais 10 000 $ n'iraient pas loin pour quelqu'un qui n'avait jamais appris à budgétiser. Mes samedis à la fondation sont devenus le point culminant de ma semaine. Le centre communautaire rempli de gens avides d'apprendre. Des mères célibataires étirant le salaire minimum sur des calculs impossibles. Des personnes âgées essayant de comprendre les prêts hypothécaires inversés. De jeunes couples économisant pour leur première maison. Ils venaient avec des cahiers et des questions, avec de l'espoir malgré leur lutte, me rappelant que le stress financier ne devait pas nécessairement signifier l'ignorance financière. Pendant une séance, une femme nommée Maria a posé des questions sur la façon de gérer les membres de la famille qui empruntent constamment de l'argent. Mon frère a toujours une urgence, a-t-elle dit. Toujours une grande opportunité qui a besoin d'un petit investissement. Les autres participants hochaient la tête en signe de reconnaissance, et j'ai pensé à Christian, à toutes les urgences et opportunités qui avaient vidé mes comptes. Parfois, ai-je dit, choisissant mes mots avec soin, la chose la plus gentille que vous puissiez faire, c'est de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix. Le soutien ne signifie pas l'enablement. Après le cours, je restais souvent pour aider les participants individuels avec des questions spécifiques. Un après-midi, en aidant un jeune homme à comprendre les intérêts composés, j'ai remarqué un nouveau portrait accroché dans le hall principal du centre. Le visage de Charles me regardait depuis un cadre orné, avec une plaque de laiton en dessous, portant l'inscription « Charles Morrison, bâtisseur de communauté, enseignant de sagesse ». Le directeur du centre, James, m'a remarqué en train de regarder. « Le connaissiez-vous » a-t-il demandé. « C'était mon beau-père » ai-je dit, puis je me suis corrigé. « Ancien beau-père ». James m'a étudié un instant. La reconnaissance a fait surface. C'est Sarafina. Il vous a mentionné dans ses documents de fondation. Il a dit que vous compreniez la valeur de l'argent et du caractère. 6 mois après la lecture du testament, j'ai reçu un colis inattendu à mon appartement studio. À l'intérieur se trouvait un livre relié en cuir, le journal personnel de Charles de sa dernière année. Une note de Daniel Morrison expliquait que Charles lui avait ordonné de me l'envoyer après que suffisamment de temps soit passé. Les entrées révélaient tout. Charles avait découvert la tromperie de Christian sur l'infirmière grâce à un relevé de carte de crédit que Christian avait négligemment laissé à son appartement. Il savait depuis des mois que son fils lui facturait des soins qu'il ne fournissait pas. La trahison avait brisé quelque chose chez Charles, mais elle avait aussi cristallisé son plan final. Une entrée datée de 2 mois avant sa mort se détachait. Christian croit que l'héritage est son droit, pas son privilège. Il ne peut pas apprendre par des cadeaux, seulement par des conséquences. Le testament que j'ai rédigé n'est pas cruel. C'est l'éducation que je n'ai pas réussi à lui donner de son vivant. Et Sarafina, ma chère Sarafina, mérite de savoir qu'elle n'a jamais été le problème. Elle a été la seule bonne décision que Christian ait jamais prise. Et il l'a jetée pour de l'argent qui ne l'aurait jamais sauvé. J'ai fermé le journal et j'ai regardé le lac Michigan. La lumière du soir transformait l'eau en or. Quelque part à Schombourg, Christian était probablement en train de finir son quart de travail au centre d'appel, rentrant dans l'ancien appartement de son père pour compter les jours jusqu'à ce que son exigence d'emploi de 6 mois soit remplie. Il survivrait, peut-être apprendrait même quelque chose, bien que je doutais qu'il comprenne jamais la vraie leçon que Charles avait essayé d'enseigner. Si cette histoire de justice calculée et de clause d'héritage cachée vous a tenu en haleine, cliquez sur ce bouton au j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsque Daniel Morrison a lentement fait glisser ce testament sur le bureau en acajou, regardant le visage de Christian se transformer lorsqu'il a réalisé que son père l'avait surpassé d'outre-tombe. Quel a été votre moment préféré de justice poétique? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires passionnantes de trahison, de sagesse et de retournements inattendus. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.